Allez, c'est parti. Bon ben, bonjour à tous. Donc merci d'être venus nombreux à cette session sur la sécurité. Bon, ben, on voit que le sujet parle à tout le monde et que c'est un enjeu important. Donc la question du jour, c'est comment sensibiliser vos collaborateurs à la sécurité informatique. Alors pour cette session, j'ai avec moi Joël Rama, on a la chance d'avoir Joël Rama, qui est un consultant sécurité des systèmes d'information et qui accompagne Bretagne Télécom sur les sujets cyber. Bonjour Joël, tu m'entends? Oui, bonjour. Oui, je t'entends très bien, Reda. Merci, hein. Parfait. Et puis Alexandre Andour, qui est notre RSSI, donc responsable sécurité chez Bretagne Télécom. Bonjour Alexandre. Bonjour Reda, bonjour à tous. Parfait. Alors, on va dérouler l'agenda. Juste avant, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le chat. On répondra en fin de session. Et on va démarrer l'agenda, qui est le suivant. Alors, il y a 4 parties principalement. La première partie, c'est pourquoi les cybercriminels ciblent les salariés. Donc, on va essayer de répondre à cette question via Alexandre, qui va nous éclairer un peu sur cette partie. Ensuite, on laissera la main à Joël sur comprendre, connaître et identifier les attaques les plus répandues. Savoir comment se protéger, ça c'est important, c'est essentiel. Et puis surtout, on va essayer de vous accompagner et vous aider sur la sensibilisation, puisque c'est le thème principal, et vous donner quelques actions qui vont vous permettre de mettre en place rapidement la sécurité autour de votre entreprise et la sécurité des données pour que les collaborateurs soient au fait de toutes ces actions à mettre en place. On finira bien évidemment par les questions-réponses. Donc comme je le disais tout à l'heure, on vous laissera la main, enfin vous pouvez à tout moment en tout cas écrire à tout moment sur le chat les questions et on répondra en fait en fin de session. Je laisse la main du coup à Alexandre qui va démarrer sur cette première partie. Pourquoi les cybercriminels ciblent les salariés, pardon. Donc, Tu peux y aller Alexandre. merci Reda. Donc je vais d'abord vous évoquer quelques chiffres qui ont été apportés par le CESIN, un club de cybersécurité. Donc le chiffre principal, c'est que 9 entreprises sur 10 ont été touchées en 2019 par une cyberattaque. Donc 40% de PME. Donc personne n'est à l'abri, c'est un chiffre énorme. Tout le monde peut avoir été attaqué. Pour une attaque moyenne, elle va coûter à l'entreprise 1,3 million d'euros et environ 15 jours d'interruption. Donc, les principaux types d'attaques sont le phishing. Donc, vous recevez un mail avec un lien à l'intérieur qui va vous amener vers un site frauduleux. Où on va installer un logiciel pirate sur votre ordinateur. Un malware, c'est vous allez installer un logiciel sur votre ordinateur qui va contenir un virus. Et enfin, le rançongiciel, le ransomware, qui va chiffrer et qui va vous demander une clé de déchiffrement et vous allez devoir payer. Du coup, là, je vais faire un petit point sur l'état de la menace sur les ransomware. Fada, tu peux, s'il te plaît. Donc, Oui, voilà. Sur la ligne bleue, vous voyez que c'est les particuliers. En fait, l'évolution du chiffrement par ransomware n'a pas évolué, mais on voit que depuis le troisième trimestre 2018, une augmentation, une multiplication de plus de 300% du nombre de détections de ransomware sur les entreprises. Pourquoi on voit cette augmentation? Parce que l'entreprise a des données sensibles qu'elle ne veut pas partager à l'extérieur et elle est prête à payer pour déchiffrer les données pour reprendre son activité. On voyait juste avant que 15 jours d'inactivité, ça va coûter très cher à l'entreprise. Et là, en payant, ils vont pouvoir rétablir son organisation. Donc en fait, les entreprises aussi participent indirectement à ce business Oui, en lucratif. payant.
En effet, Tout à avec fait, toutes Reda. ces histoires de ransomware. Du coup, l'entreprise va payer, elle va donner de l'argent au pirate, le pirate va attaquer une autre entreprise qui va donner de l'argent. C'est un cercle vicieux pour les entreprises. Donc là, on va faire pourquoi le salarié est la cible privilégiée des pirates. Déjà, 90% des cas de cyberattaque met en cause l'humain, avec la réception d'un email. Vous voyez tout à l'heure, la réception d'un email, il va cliquer sur un lien qui va aller sur un site externe. La connexion d'une clé USB, parce que elle n'a pas été formée à faire attention à la provenance de la clé USB. Soit elle va trouver une clé USB dans la rue, ou un fournisseur va lui fournir une clé USB et il va la connecter sur son ordinateur et ça va diffuser le malware ou le ransomware. Depuis l'apparition de nouvelles pratiques, avec le télétravail sur les 4 derniers mois, avec le Covid, on a explosé le nombre de télétravailleurs en France. Et les personnes ne vont pas sécuriser leur environnement de travail à la maison ou dans des bureaux partagés. Elle va laisser des données confidentielles vont être accessibles par des tiers. Votre concubin, ça va être plus facile de récupérer des données. Et ensuite, bien sûr, la mobilité avec l'utilisation de tablettes, de téléphones personnels pour lire ses mails, pour accéder aux données de l'entreprise. Enfin, les mots de passe, on se bat tous les jours pour que pour arrêter le stockage sur carnet, sur post-it. Si vous êtes DSI, RSSI, vous connaissez vraiment bien le problème. Du coup, c'est pas sécurisé. Et enfin, le partage de comptes pour accéder à des sites externes ou à des sites internes parce que la personne n'a pas les droits. Voilà. Je laisse la main à Joël pour la connaissance et l'identification des attaques les plus répandues. Merci. Voilà, tout à fait. On va laisser la main à Joël là-dessus. Alors Joël, je vais te laisser la main sur la présentation directement, comme ça tu vas pouvoir passer tes slides. Et donc, merci Reda, merci Alexandre pour cette introduction. Et donc Joël Rama, je travaille chez Allemande depuis 2 ans maintenant, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'IT, les métiers du digital. Et donc chez Allemande, j'accompagne notamment les fournisseurs de services numériques tels que Bretagne Télécom dans leur protection cyber, accompagnement vers les différentes normes de sécurité qui permettent de vous proposer des services toujours plus fiables et en tout cas de démontrer cette fiabilité cyber. Donc aujourd'hui, dans cette continuité de ce que vient de vous présenter Alexandre, donc on va regarder sur les différents modèles d'attaque qui sont les plus répandus pour être en mesure notamment de les identifier. Alors, j'arrive pas à passer le slide suivant, Reda. Hop, tu pourras voir pour essayer de me redonner la main, j'ai peut-être loupé un clic au passage. Donc du coup, déjà, on va reprendre de la terminologie. La cybercriminalité, ça regroupe toutes les infractions pénales tentées ou commises à l'encontre ou au moyen d'un système d'information et de communication, principalement Internet. Donc, c'est la cybercriminalité, la cybersécurité, c'est un petit pan de la sécurité de l'information. Et quand on parle bien de cybercriminalité, on parle des attaques qui viennent essentiellement de l'extérieur de votre organisme et non pas de l'intérieur. Donc, effectivement, ça coince au niveau du passage de slide. Du coup, les entreprises allant de plus en plus vers une transformation du digital, effectivement, vous avez de nouveaux risques qui viennent perturber le fonctionnement de votre business. Donc, justement, ces risques cyber. Alors, tout d'abord, les violations de données, essentiellement menées par des cybermafias. On en voit de plus en plus
autour des vols de comptes. Alors, vous avez des choses pour le grand public telles que vous trouvez régulièrement des comptes Netflix qui sont volés. Maintenant, même Disney+, fortement actualisés, qui sont revendus derrière à des prix défiant toute concurrence et qui sont notamment adressés pour des plateformes qui permettent de faire du piratage massif de séries ou de films. Le vol de documents, de plus en plus couplé avec notamment vol de DCP, vol de carte bancaire, de données de carte bancaire, associé au ransomware, comme on pourra le voir par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'évolution du ransomware sur l'année 2020. Tu peux avancer, s'il te plaît? Si vous pouvez essayer de me redonner la main pour que ce soit plus fluide. Et donc, au niveau, donc ces cybermafias ont fait évoluer leur système vers de l'extorsion. Donc l'attaque au président, donc là on est quand même sur des attaques qui tournent depuis des années. On en entend moins parler maintenant parce que les DAF sont fortement impliqués et sont très sensibilisés à ça. Et donc on a mis en place des protections. On va parler de MFA tout à l'heure. On a la même chose au niveau du financier avec une double authentification avant de laisser passer un virement ou avoir une double vue, c'est-à-dire deux personnes qui ont validé le virement. On commence aussi à procéder à ce genre de choses sur des systèmes informatiques qui sont très sensibles. On s'inspire de ces mêmes pratiques pour protéger nos systèmes d'information. Le ransomware a vu son expansion en 2016 et surtout en 2017. On va y revenir tout à l'heure avec des ransomware bien connus comme NotPetya. A vu son évolution. On en parlera brièvement dans le sens où on a trouvé des parades au ransomware qu'on a mis en place. Les pirates ont trouvé des parades aux parades. On a trouvé des nouvelles parades et ils ont trouvé aussi des nouvelles parades. Et donc, on a une course finalement à l'armement, aux moyens de défense, qui nécessite d'être en veille permanente et de mettre à jour ces systèmes, en tout cas sa réflexion autour de la protection cyber qu'on met en place au niveau de son organisme. Le DDoS, donc là, on parle plus de distribution de DDoS, qui est en fait des attaques massives sur votre système d'information, sur des sites web, dans un but de l'immobiliser, de le rendre inaccessible. Et là, de la même manière, on vient vous proposer, vous demander de payer une rançon pour que l'attaque cesse. Donc là, c'est typiquement des genres de choses qu'on peut voir le DDoS sur de l'événementiel. On va donner l'exemple des Jeux Olympiques. C'est une période idéale, par exemple, pour lancer une attaque DDoS sur des sites de vente de sport, par exemple, ou de marques célèbres, de façon à les décrédibiliser, à leur empêcher de faire du business sur ces périodes-là ou qui sont des périodes fortes. Et donc, du coup, le pirate va demander donc une rançon pour stopper son attaque. On peut passer à la suite. Donc, du coup, la malveillance. Alors là, on a des choses intéressantes auxquelles on ne pense pas forcément. La petite bidouille fonctionnelle. Vous savez, c'est quand on est sur un site de vente en ligne, par exemple, on s'aperçoit que le petit code de réduction, on peut le rentrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et puis les 10% de réduction se transforment en 100% de réduction sur un achat. On va avoir le scrapping de prix. Donc le scrapping de prix, à titre informatif, par exemple, pour Voyage SNCF, oui SNCF maintenant, le scrapping de prix donc par les concurrents, c'est une des attaques auxquelles ils doivent faire le plus face au quotidien. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? Les différents concurrents vont venir sur le site internet et vont tâcher de scroller et de voir tous les prix qui sont proposés sur les différentes destinations pour être, eux, de leur côté, sur un tarif plus avantageux et en dessous et apparaître plus fort dans les moteurs de recherche. On va avoir aussi donc du coup du défacement de site web. Souvenez-vous d'il y a quelques années, suite à l'attaque de Charlie Hebdo, on avait eu toute une vague de défacement de sites internet, de sites WordPress notamment, enfin de tout un tas de sites qui n'étaient pas maintenus et qui étaient complètement effacés de la toile avec différents messages qui étaient exposés en contrepartie. Et en dernier point, on va avoir le détournement de ressources informatiques, qui va consister du coup à rentrer dans votre système d'information et puis essayer d'utiliser du coup ces différentes ressources pour d'autres usages. Donc il y a ce qu'on appelle le minage. Le minage, ça consiste à mettre un petit logiciel sur votre ordinateur, sur votre serveur, qui va créer de la crypto-monnaie en fait pour le compte d'un tiers, d'un cybermercenaire, ou bien de mettre en place des réseaux de botnets que le cybermercenaire va revendre
à des réseaux comme la cybermafia pour faire des attaques DDoS, ou bien tout autre type de moyen d'attaque, blanchiment de cartes CB sur des sites en ligne, ou bien hébergement de sites de phishing où dans un petit pan de votre site internet, vous allez avoir un point reculé où il y aura finalement un site internet qui lui permettra de récupérer des comptes, des vols de comptes liés à une banque ou à un tiers. Donc voilà en gros à quoi vous devez faire face aujourd'hui en termes de cyberattaque. Et maintenant, on va adresser les sujets sur comment on va tâcher de se protéger de tous ces éléments-là. Donc pour pouvoir se protéger, il faut d'abord savoir ce que l'on doit protéger. Effectivement, l'entreprise du futur, elle est digitale. Vous la connectez, vous la pilotez par les données, quel que soit votre secteur d'activité, que ce soit le tourisme, l'agriculture, les services, le commerce, l'industrie. Typiquement aujourd'hui, en agriculture, vous avez des tracteurs qui sont semi-automatisés, qui vont être pilotés directement depuis l'interne, ou ils vont se déplacer tout seuls dans les champs. Je ne parle pas du tourisme qui est de plus en plus lié à Internet pour tout ce qui est axe de réservation. Les industries, elles, sont fortement rattachées aussi à ces services en ligne, notamment d'un point de vue logistique, pour pouvoir identifier au mieux le déplacement de leurs camions et s'interconnecter avec tous leurs clients, leurs fournisseurs, pour que la production, les moyens arrivent dans les délais les plus courts. Est-ce que tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît? Donc, vous avez, pour toutes ces fonctions-là, qui sont quasiment communes maintenant partout, à différents degrés dans les entreprises, tout un tas de logiciels informatiques qui sont à prendre en compte dans votre réflexion autour de votre sécurité. Et donc, tout ça, vas-y, avance encore un coup, s'il te plaît. Il va falloir bien l'identifier, les lister, parce que vous ne pouvez pas les protéger si vous ne les connaissez pas. En règle générale, dans toutes les boîtes, on se rend compte qu'il y a tout un tas de systèmes qui sont d'une part certes connus, on a tous connaissance de l'ERP, de la CRM, et puis il y a tout un tas d'autres systèmes dont on a moins connaissance, qui sont interconnectés, et on ne sait pas forcément qui sont là. Donc il y a vraiment cette cartographie qui est indispensable pour commencer. Là, je vous propose un outil très simple pour venir cartographier, inventorier vos systèmes. Prenez un bête fichier Excel. Vous venez rentrer les différents traitements, les différentes missions, fonctions de l'organisme, et par rapport à ces différents éléments-là, vous allez traiter les différentes colonnes que je vous propose. Donc, vous allez faire une estimation à la louche de la criticité pour le fonctionnement de l'entreprise et estimer les capacités d'indisponibilité sur une journée, sur une semaine, et évaluer donc les éléments par rapport aux autres en termes de criticité. Donc, typiquement, on se rend compte que les RH, les achats, la finance, s'ils sont absents une journée, voire une semaine, votre RH peut partir en vacances, ça ne met pas en péril l'entreprise. On arrive à trouver des solutions. Les services commerciaux, alors c'est toujours compliqué, les commerciaux sont indispensables pour amener de la valeur ajoutée et du business dans l'entreprise. Néanmoins, si ça s'arrête, la mission globale peut continuer. La relation client, ça peut être parfois plus compliqué. En fonction de votre business, il y a tout un pan de communication qui peut être critique à maintenir, notamment en termes de services après-vente et pour s'assurer que l'existant continue de circuler et continue de partir. La conception, on est sur des unités de temps où on en a besoin sur la durée, mais pareil, on peut avoir des durées d'interruption un peu plus courtes. Et on arrive sur le gros du morceau, la distribution, la logistique, et des outils auxquels on ne pense pas forcément, des transstockers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un transstocker, faut imaginer un grand bâtiment avec un robot à l'intérieur, plein de petites pièces détachées à droite et à gauche, et le robot va aller chercher la pièce au bon endroit au bon moment pour pouvoir aller la délivrer sur la chaîne de montage. Si cette machine-là, elle s'arrête, la chaîne de montage s'arrête complètement. Si vous perdez la base de données de cette machine-là, eh ben, il faut imaginer que vous avez des centaines et des centaines et des centaines de racks avec des milliers de pièces qu'il faut ressortir un par un et recompter tous les éléments pour réalimenter la base de données. Donc, on est sur des éléments extrêmement critiques. Et bien sûr, les chaînes de fabrication, les machines. Mais vous pouvez reprendre ces termes-là par rapport à votre activité, que ce soit dans le service, dans la gestion de ressources humaines également. Tous ces éléments-là, donc vous les précisez bien et on les met en avant. Donc, à la fin, quand vous avez fait toutes vos petites croix, vous allez pouvoir faire des regroupements. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on identifie très vite qu'il y a toute une part de risque transverse à l'entreprise, comme par exemple les services commerciaux, la relation client, avec un certain nombre de logiciels qui sont fortement dépendants en numérique, enfin qui sont
en tout cas dépendants numériques, avec de la connectivité importante à Internet, et où l'intervention humaine est maximale dessus. C'est-à-dire que l'intervention humaine, je veux dire par là qu'on peut avoir des erreurs d'autant plus importantes. Et donc ces éléments-là, on peut tout à fait se poser la question, vu qu'ils ne sont pas inhérents à la mission de l'entreprise, très souvent, de voir si il n'est pas opportun éventuellement de les externaliser. C'est ce qui se fait de plus en plus, par exemple, sur un certain nombre d'outils tels que les plateformes de GCP de Google, d'Office 365, etc., entre autres, les différents ERP en SaaS, de façon à pu avoir à se soucier, en tout cas, des soucis de risque qu'on peut avoir autour de cela. On va avoir tout un tas d'éléments donc qui là représentent. Est-ce que tu peux cliquer voilà, merci. Un tas d'éléments de traitements prioritaires qui sont vraiment liés à la mission première de l'organisme. Une partie qui est liée à l'humain, comme vous pouvez le voir. Donc tout ce qui est nécessaire nécessite l'intervention de l'humain au maximum. Donc là, on va se faire en sorte de faire plus de sensibilisation, d'amener des outils tels que la charte. On va en reparler après avec différents éléments. Et puis, sur le type de données traitées, on va avoir tout un tas de choses sur lesquelles il va falloir se poser des questions. Là, j'ai mis en avant effectivement les DCP, les données à caractère personnel, puisque là, on a en plus des éléments législatifs, réglementaires, avec la conformité au RGPD. Donc, avec un outil, vous voyez, très simple, une baie de cartographie très rapide à mettre en place sur Excel, en moins de temps, je dirais en une demi-après-midi, vous avez quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels qui vont pouvoir venir alimenter votre raisonnement et les différentes réflexions que vous allez pouvoir partager, en tout cas avec votre direction et avec vos autres collaborateurs. Du coup, sensibilisation, première action de sécurité. Alors, tout d'abord, effectivement, Alexandre le disait, vos collaborateurs sont le premier maillon de la chaîne. Ils sont les premiers niveaux de défaillance, mais aussi le premier niveau de protection de votre entreprise. Pour ce faire, vous avez proposé sur Internet tout un tas de kits qui existent, mis à disposition par l'ANSSI, par la CNIL, la police nationale, depuis 2 ans maintenant, cybermalveillance.gouv.fr, qui propose tout un cas de kit. Alors, ce qu'on fera, c'est que toutes les URL, là, il y a tout un tas de choses qui existent. On va vous fournir après, on les diffusera sur LinkedIn, sur les réseaux. Vous les aurez à disposition pour retrouver tous ces éléments-là. Donc voilà, ça, c'est du matériel gratuit qui existe. Selon les domaines dans lesquels vous travaillez, si vous travaillez par exemple dans le domaine de la santé, il suffit de se rapprocher de l'ARS régionale, ils ont tout un kit supplémentaires qui sont très intéressants. Vous prenez par exemple l'ARS des Pays de la Loire, met à disposition gratuitement sur Internet pour tout le monde toutes ces fiches de réponse à incidents en termes de cybersécurité. C'est très instructif et vous avez déjà énormément d'éléments disponibles pour travailler et pour sensibiliser vos utilisateurs. Il y a une petite remarque que j'aime bien dire à ce moment-là, c'est selon vous, quel est le meilleur endroit pour parler d'hygiène? Vous pouvez essayer éventuellement de mettre vos posters, vos différentes choses dans les toilettes. Et oui, effectivement, on est sur un temps où on ne sait pas forcément quoi faire à ce moment-là. Si vous mettez de l'affichage, vous pouvez être sûr que les gens ils vont prendre le temps de le lire et au fur et à mesure, il y a des éléments qui vont rentrer dans les esprits. Je me permets une petite page publicitaire. On a effectivement d'autres outils complémentaires. Par exemple, là, je vous parle de BICE, qui est l'outil que propose Allemande pour la sensibilisation des collaborateurs. Dans le cadre du Covid, on a une offre qui permet de disposer d'un certain nombre de modules de sensibilisation gratuits pour les salariés sur une période de 3 mois. Et cette offre-là, elle est valable jusqu'au 15 juin. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à aller sur le site de notre entreprise. Vous trouverez tous les éléments. Donc, une fois la sensibilisation de vos collaborateurs réalisée, on va continuer, s'il te plaît, Reda. Il va falloir se poser la question de comment limiter la propagation d'une attaque, segmenter, contrôler les usages et les différentes activités. Alors, comment ça va se passer? Vous avez plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'une part, vous avez tout un tas d'usages au niveau de vos systèmes, mais aussi tout un tas de personnes au niveau de votre organisme qui vont intervenir. Vous avez les administrateurs, les supports, les différents usagers, les connexions Internet, les clients, les prestats, vos métiers, bien sûr les administrateurs. Et toutes ces personnes-là vont avoir des niveaux d'habilitation différents sur vos systèmes. Alors vous pouvez, le choix classique au tout départ quand on crée son système, c'est d'avoir tout le monde dans le même panier. On se rend vite compte que, alors on n'est pas non plus à vouloir forcément séparer les informations en termes de confidentialité, mais la problématique, c'est que rapidement,
un pirate qui se connecte au travers d'un poste utilisateur, d'un usager qui aurait cliqué par l'intermédiaire d'un phishing, par exemple, va pouvoir, si le réseau est à plat, si les activités ne sont pas séparées, récupérer très rapidement des accès administrateurs sur les différents systèmes et avoir accès à l'intégralité de votre système d'information. Mais il en va de même pour les prestataires. Des prestataires qui se connecteraient depuis l'extérieur sur vos systèmes, si eux-mêmes se sont fait pirater, vous pouvez vous retrouver confronté à des fuites de données par cet intermédiaire-là. On a un exemple typique sur les attaques par l'intermédiaire de prestataires avec ce qui s'est passé typiquement chez Fleury Michon il y a 2 ans, où c'est une attaque par l'intermédiaire d'un prestataire qui a eu lieu. Donc, c'est des points sur lesquels l'ANSSI nous met en vigilance de plus en plus. Il faut travailler en partenariat avec ses fournisseurs, c'est indispensable, mais il faut aussi segmenter les rôles de chacun. Et donc, au niveau des usages, effectivement, vous avez par exemple la police nationale et l'ANSSI qui proposent des guides pour rédiger des chartes utilisateurs qui sont donc indexés au règlement intérieur pour être opposables d'un point de vue juridique. Vous avez aussi tout un tas de fiches mémo sur la sécurité des usages professionnels et particuliers pour séparer ces usages. Il n'est pas forcément de bon ton, par exemple, d'avoir les mêmes équipements pour le bureau et pour la maison. Donc, typiquement, votre ordinateur professionnel, vous ne devez pas le confier à votre enfant pour qu'il puisse jouer sur un temps où vous êtes en attente dans le train, par exemple. Ça ne paraît pas adapté en fonction des différents sites sur lesquels il peut aller qui sont susceptibles de disposer de malware ou de différents logiciels qui pourraient être malencontreux pour votre entreprise. Donc, ensuite, les mots de passe. Ça, c'est un niveau de bataille important. Donc, selon vous, pourquoi les mots de passe doivent-ils si compliqués et uniques? Parce que alors ça, c'est vraiment la guerre des guerres. C'est insupportable pour tout le monde. Et malheureusement, il y a une raison intrinsèque sur le fait qu'il faut qu'ils soient compliqués. Alors, du coup, comme vous êtes nombreux, je vais vous donner directement la réponse. Avant ça, je vais vous rappeler quelques chiffres. Donc, typiquement, donc là, c'est des chiffres qui datent de l'an passé, en 2019. On avait eu une nouvelle collection qui avait été mise à disposition dans la nature de login mot de passe. Donc là, on parlait, c'était la collection 1 sur 5. Il y avait dans cette collection 1 772 millions d'emails et 22 millions de mots de passe dans la nature. Et donc, on parle de 1,1 milliard de combinaisons uniques, ce qui est absolument énorme. Donc là, vous avez un outil qui est très très simple. Vous avez l'adresse qui est proposée là sur le site internet. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir tester une adresse email et le site en fait va regarder dans toutes les bases de données qui ont été identifiées où il y a des combinaisons d'emails de mots de passe si votre email apparaît. Et du coup, vous serez prévenu si effectivement il y a nécessité ou pas de changer vos mots de passe, voire même ce qui est conseillé, c'est carrément de changer d'email, ce qui n'est pas toujours facile, mais déjà un minimum de changer de mot de passe. Sachez que pour votre organisme, il vous est possible sur ce site d'enregistrer votre nom de domaine. Donc, il va falloir démontrer que vous êtes bien le propriétaire de ce nom de domaine. Mais ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, vous allez pouvoir du coup superviser l'apparition d'adresse mail du nom de domaine de votre entreprise dans ces fichiers-là. Et donc, si un nouveau fichier venait à apparaître, vous recevriez une alerte par mail vous disant que telle adresse mail, telle adresse mail et telle adresse mail se sont retrouvés dans des fichiers qui contiennent des différents mots de passe sur le black market. Et ça vous permet d'agir au plus près, au plus rapide auprès des salariés pour changer les mots de passe et les moyens de connexion à distance. Donc, vas-y, voilà, très bien. Du coup, pour faire ceci, alors, je vais revenir sur la complexité des mots de passe rapidement pour vous expliquer pourquoi on attend à ce qu'ils soient si complexes. La problématique n'est pas tant de se protéger sur les différents types d'attaques qu'il y a sur les mots de passe. Vous allez avoir par exemple des keyloggers en fait, qui vont enregistrer votre frappe au clavier au moment où vous tapez votre mot de passe sur votre ordinateur. Alors, il est évident que dans cette situation-là, votre mot de passe, il peut faire 64 caractères et ressembler avec que des chiffres aléatoires. Si quelqu'un capte directement votre frappe au clavier, il aura directement les caractères, donc ça n'a aucune importance. Vous pourriez avoir 1, 2, 3, 4, ce serait exactement pareil. Là où ça commence à avoir son importance, c'est que votre mot de passe, il va être stocké dans une base de données sur différents serveurs, sur différents sites web. Et en général, ce sont ces bases de données-là qui sont attaquées par les pirates. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des attaques brute force sur ces mots de passe.
pour essayer de les retrouver. Donc en passant, ils ont ce qu'on appelle des rainbow tables, des tables qui sont préétablies avec des mots de passe chiffrés typés, parce qu'en règle générale, en fonction des hashages qu'on utilise, un mot de passe, quand on va le mettre en base de données chiffré, haché, va retrouver quelque chose d'un semblant de naturel, et ils vont tenter des attaques par dictionnaire pour trouver toutes les combinaisons possibles. Donc plus votre mot de passe est compliqué, et plus ces attaques-là vont prendre du temps. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que votre mot de passe puisse être en capacité de résister à une attaque de ce type-là, et que si votre mot de passe il est capable de résister, admettons, 3 mois sur une attaque de ce type-là, ça voudrait dire qu'il faut le changer tous les 3 mois. Donc par exemple, si vous prenez les recommandations de l'ANSSI ou de la CNIL, qui sont sur des mots de passe qui sont à partir de 8 à 10 caractères, voire même aujourd'hui, on met pour des administrateurs plutôt du 12 à 20 caractères. On est sur des mots de passe qui ne peuvent pas être craqués avec les technologies qu'on a aujourd'hui, en tout cas, avant 5 à 6 ans. D'ici là, vous aurez largement le temps de les changer, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est sur des changements de mots de passe, souvent sur les systèmes d'information qui tournent entre 3 mois et 1 an selon la sensibilité des informations qui sont accédées. Néanmoins, la multiplicité de ces mots de passe nécessite d'utiliser quand même des solutions qui sont un peu plus adaptées. Donc, le mieux, c'est d'utiliser justement des solutions de gestion de mots de passe. Il en existe tout un tas. Il y a des gratuits. Vous prenez par exemple KeePass qui est labellisé par l'ANSSI. Vous trouvez d'ailleurs pour KeePass également des logiciels sur téléphone portable qui permettent d'avoir une compatibilité avec ceci, qui vous permet de trimballer vos mots de passe un peu partout de façon sûre dans un coffre-fort. Et vous avez aussi bien sûr d'autres logiciels qui existent. Donc là, j'ai cité KeePass, il y a OnePassword, LastPass, Dashlane. Le mieux, c'est de les tester. Ils fournissent en général des temps d'usage qui permettent de voir celui qui vous convient le mieux. L'avantage de KeePass, c'est qu'on en a une certaine maîtrise, qu'il est reconnu et qu'on peut l'utiliser en mode, je dirais, en inter-entreprise sans avoir un recours à une base de données qui est à l'extérieur. Après, de plus en plus, les prestataires de logiciels de gestion de mots de passe proposent de plus en plus de pouvoir avoir le gestionnaire de mots de passe intégré et embarqué au sein de l'entreprise pour que ce soit l'entreprise qui en ait la responsabilité en termes de sécurité. Alors, on sort, là, on n'est pas encore sorti du Covid, mais on commence à parler de vaccins. Je dirais que pour le reste, est-ce que vos vaccins sont-ils à jour? Alors, la plupart d'entre vous, vous me direz que, en tout cas, pour vos enfants, vous avez dû faire le suivi, c'est globalement obligatoire. Pour vous, vous avez peut-être du retard, mais globalement, vous êtes plutôt à jour aussi. Et donc, la question, c'est, et vos serveurs, eux, sont-ils à jour? D'ailleurs, je dis les serveurs, mais ça ne concerne pas que les serveurs. Ça concerne bien sûr aussi les postes de travail et puis tous les équipements informatiques finalement que vous utilisez dans votre système d'information. Donc, pour ce faire, vas-y s'il te plaît, passe au slide suivant. Je vais vous rappeler quelques chiffres et un petit retour dans le passé. 2017. En mars 2017, Microsoft publie un patch qui paye pas une mine comme ça, mais qui permet de couvrir un certain nombre de niveaux de sécurité parce que c'est un patch qui couvre une vulnérabilité au niveau du système qui permet de transmettre des fichiers sur un système cible qui est dans le même réseau sans passer par une phase d'authentification. Le patch est publié en mars 2017. Et donc, le 12 mai 2017, on a WannaCry, qui est l'un des premiers ransomware qui a diffusion massive, qui utilise cette vulnérabilité pour se propager au travers des systèmes. Donc là, on parle de 200 000 PC qui sont impactés, 150 pays, des rançons qui vont de 300 à 600 $, 7 jours pour payer la rançon, donc des choses assez courtes. Il y a 174 victimes qui ont payé, en tout cas pour celles qui ont été reconnues, donc ça représente 42 352 €. En l'occurrence, Microsoft a dû publier un patch pour Windows XP qui n'était déjà plus maintenu depuis 3 ans parce qu'il y avait un certain nombre de systèmes qui étaient critiques et qui utilisaient encore Windows XP. On peut vous parler par exemple, les distributeurs de retrait de cartes bancaires encore récemment étaient sur Windows XP. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à patcher, et puis il y en a d'autres où ça a été beaucoup plus long, parce que les parcs sont très très importants, très longs, et donc ils se sont dit, ok, la première vague est passée, on est tranquille,
Et donc, bon, maintenant que c'est passé, que c'est terminé, on va quand même patcher, mais on va prendre notre temps. Manque de bol, il y a NotPetya qui est arrivé quelques mois plus tard et qui est exactement basé sur la même chose. Et donc, on a eu cette deuxième vague réutilisant exactement la même vulnérabilité. Et donc là, on a plus de 2000 entreprises infectées. On parle aussi donc, de 150 pays. Et pour Saint-Gobain, si vous vous souvenez, on avait 250 millions d'euros de perdus sur les ventes et 80 millions d'euros sur son résultat d'exploitation, ce qui est considérable. Et donc là, c'était un virus qui était basé sur un autre ransomware qui datait de 2016. Et donc là, la plupart des entreprises qui, elles, avaient patché leur système Microsoft n'ont pas du tout été impactées. D'où l'importance de suivre les mises à jour proposées par Microsoft, entre autres, mais c'est valable aussi pour tous les autres systèmes, que ce soit du Linux, du Mac aussi, et tous les autres. Et donc de mettre à jour ces systèmes au fur et à mesure que ça vous est proposé. Et donc, au niveau de ces mises à jour de composants, je vous propose les points suivants en fonction de votre maturité. Moi, ce que je préconise au tout début, c'est que pour tout ce qui est poste de travail et appareil mobile, donc appareil mobile, je pense aux tablettes, aux téléphones mobiles, etc., c'est de mettre des mises en place de mises à jour automatiques. On va me rétorquer, oui, mais pour certains usagers, des fois, il y a des problèmes sur les mises à jour et ça impacte leur travail et ils sont bloqués une journée. Alors, globalement, ce qu'on constate, c'est que ça coûte moins cher d'avoir un ou deux postes de disponibles en backup au cas où, pour ces cas-là, que de devoir se retrouver avec un ransomware qui est publié et diffusé massivement parce qu'on n'a pas mis à jour assez vite. Et très souvent aussi, en fait, après, quand on va monter en maturité, on va identifier ces postes qui sont un petit peu critiques. Et dès lors, il sera possible éventuellement de faire des mises à jour par vague. Mais si vous n'avez pas de mise à jour aujourd'hui, en tout cas de processus de mise à jour au sein de votre organisme, commencez par mettre en place des mises à jour automatiques. Et progressivement, vous irez vers des mises à jour par vague qui demandent quand même un peu plus de structuration. La mise à jour automatique, elle est à concevoir et à imaginer dès la conception. Je vais vous donner un exemple. Vous prévoyez de déployer une nouvelle plateforme web avec votre site internet. Si vous n'avez pas prévu de pouvoir mettre à jour les différents éléments dessus en automatique au niveau des serveurs, vous allez très vite vous retrouver avec 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Et à ce moment-là, au moment où vous allez devoir faire des mises à jour majeures, vous allez vous retrouver coincé parce que ces mises à jour n'étant pas prévues dans le processus de développement, l'équipe de dev va vous dire « Ah mais non, c'est pas possible, parce que si on met à jour, il y a telle fonctionnalité qui ne marchera plus, et donc au niveau métier, ça sera cassé. » Donc ça fait partie des prérequis à avoir au moment de la conception et de vos demandes sur tout développement ou sur toute intégration. Il faut prévoir que les mises à jour puissent être poussées dans des temps records, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Pour les serveurs historiques, donc justement ces derniers, ceux qu'on ne peut pas mettre à jour comme ça, soit parce qu'ils sont tellement vieux que de toute manière il n'y a plus de mise à jour possible, ça n'existe plus, hein. On trouve encore du novel netware dans les cartons, si, je vous assure. Et ben dans ces cas-là, on fait des tests, des études au cas par cas, on les isole autant que faire se peut. On les met dans des endroits où ils ne peuvent pas être atteints directement, derrière des firewalls, derrière des WAF. On met tout un maximum de protection pour faire en sorte que l'attaque ne puisse pas atteindre le serveur. Donc forcément, ça coûte plus cher à entretenir, ça coûte plus cher à mettre en œuvre. Mais si après tout vous les avez encore, c'est qu'ils correspondent à un pan de votre métier qui est indispensable. C'est particulièrement vrai sur certains secteurs, je dirais que je qualifie d'industriel, mais c'est valable pour la santé aussi, avec toutes ces machines, outils, qui utilisent des systèmes Windows, pour beaucoup qui embarquent encore du Windows XP malheureusement, et où là les mises à jour sont plus possibles. Donc il faut absolument les isoler du reste, parce que on trouve encore des vulnérabilités qui sont encore actives sur ces systèmes-là et qui ne seront jamais corrigées. Et donc surtout, surveiller les alertes et les avis du CERT-FR. Là, globalement, il y a eu une vague d'attaques récente où les personnes qui avaient suivi les avis du CERT-FR avaient eu les premières alertes au mois de décembre, avec les premières recommandations qui étaient liées à ce type de vulnérabilité. Et ceux qui ont reçu les alertes du CERT quelques mois plus tard ont eu 24 heures, enfin un peu moins de 12 heures pour mettre en place les contre-mesures. Et pour les autres, c'était déjà trop tard.
Et donc, si vous surveillez ces alertes-là, alors les alertes, au départ, je disais, c'est pas compliqué. Il y en a une par mois. C'était sur 2019. L'an passé, on en a eu à peu près 12-13, je crois. Bon, cette année, on en a 12 par semaine. Alors, j'exagère à peine, mais c'est pas loin d'être ça. Donc, ce qu'il faut faire, le plus simple, nous, ce qu'on a mis en place dans différentes entreprises, c'est de récupérer, en fait, le CERTFR propose il publie en fait ces alertes directement sur son site web sous forme de flux RSS. Vous prenez n'importe quel outil qui permet de transformer les flux RSS en alerte mail, qui va faire une passe une fois par jour ou une fois par semaine en fonction du rythme que vous voulez intégrer ces alertes. Vous les faites envoyer par mail à l'outil d'infogérance de l'équipe IT, donc l'outil de ticketing, ou au mail support interne de l'entreprise qui est utilisé. Et eux, dans leur process de gestion des demandes, gestion de tickets, ils vont traiter ça avec une petite fiche réflexe pour regarder si dans les alertes, il y a les équipements clés de leur entreprise qui sont concernés, notamment, je pense, à tous les équipements qui sont en périphérique, les firewalls, les systèmes d'interconnexion distance, etc. Comme ça vous permet de réagir dans les meilleurs délais. Et puis, bien sûr, continuer à surveiller. Là, par exemple, mardi dernier, on a eu le Tuesday Pack de Microsoft. Là, on a quand même 113 vulnérabilités corrigées, dont 13 critiques. Je vous engage très, très fortement à faire vos mises à jour très, très rapidement. Il y a de fortes probabilités pour que les pirates aient déjà désossé ces mises à jour pour voir comment ils pouvaient exploiter ces vulnérabilités. Et donc, en dernier recours, je fais quoi? Alors, vas-y, envoie la suite. On va laisser la main du coup à Alexandre. Allez, vas-y, Alexandre. Merci Joël. Allez, vas-y. Du coup, les sauvegardes. Il faut appliquer la règle du 3-2-1 pour les sauvegardes. Donc, disposez de 3 copies de vos données au moins. Donc, vous avez vos données principales sur votre ordinateur et il faut les sauvegarder au moins 2 fois. Stocker ces copies sur 2 supports différents et bien sûr conserver sur une copie de la sauvegarde hors site. Tout ça pour bien sauvegarder vos données et pouvoir les restaurer facilement. Bien sûr, il faut faire des tests de restauration régulièrement. Il se peut que les sauvegardes n'aient pas fonctionné ou il manque quelques informations dans la sauvegarde et là, vous allez perdre vos données. Merci. Voilà. Et surtout, pas oublier les machines type chaîne automatisée, les automates, ça c'est super important. Ok. Sauvegarder. Tes conseils et tes recommandations à court terme, du coup? Du coup, activer la double authentification. Tout à l'heure, Joël parlait des mots de passe. C'est suffisant sur certaines applications, mais là, de plus en plus, vous allez utiliser des applications en mode SaaS, Microsoft 365, Salesforce, des outils de gestion de projet. Activer la double authentification dès la mise en place de ces logiciels. En plus, et d'ailleurs, Office 365, c'est en 3 clics, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Nous, on l'a pour Bretagne Télécom, on l'a fait en une après-midi. On a prévenu tous nos collaborateurs et on a appliqué. Et on pensait avoir des retours sur l'utilisation d'applications sur les GSM personnels. On n'en a pas eu. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu de ticket au niveau du support. On était assez satisfaits. Voilà. C'est globalement vraiment la double authentification aujourd'hui. Google avance que ça permet de se protéger de 99% des cas de phishing. C'est-à-dire que typiquement, dans le principe du phishing, vous allez cliquer sur le mail et donner votre login mot de passe souvent à du coup un pirate. Et donc lui, s'il va l'utiliser derrière et que vous avez mis du MFA, ça ne va pas fonctionner. C'est là auparavant où on avait effectivement tous ces outils, hein, ces ERP, ces exchanges, ces gestions de mails qui étaient en interne entreprise, derrière les pare-feux, qui étaient bien protégés, accessibles que depuis l'intérieur. Aujourd'hui, ils sont exposés sur Internet. Ça veut dire qu'ils sont accessibles depuis n'importe où sur Internet.
la double authentification. Malheureusement, les prestataires tels que Microsoft ne le proposent pas par défaut à l'installation. Vous devez le configurer, mais ça prend vraiment très peu de temps et je crois que c'est peut-être de toutes les recommandations qu'on a là aujourd'hui, c'est peut-être la plus importante à activer pour réduire fortement les attaques sur vos systèmes. Merci Joël. Activez bien sûr les antivirus sur vos ordinateurs. On est sur Windows 10. L'antivirus est assez bien noté. Il faut l'activer par une règle dans votre Active Directory pour pas que l'utilisateur final puisse le désactiver. On voit ça régulièrement. Et du coup, on se retrouve avec un parc avec des antivirus désactivés. Du coup, il faut vraiment l'activer par défaut et bloquer empêcher la désactivation. Ensuite, on a limité les connexions depuis certaines régions. Par exemple, sur tout ce qui est accès distant à votre système d'information, par exemple de la VDI. On a limité à certaines régions d'Europe. On n'a pas besoin d'autoriser nos collaborateurs de se connecter depuis la Chine ou depuis la Russie, depuis les États-Unis. Du coup, on a fait ça en périphérie de notre système d'information. Sur nos firewalls, on a limité à des régions et sur certaines applications uniquement sur la France. Et ensuite, utilisez un VPN si vous avez besoin de vous connecter depuis l'extérieur. Ça ajoute une sécurité. Joël, hier, me faisait remarquer que utiliser un VPN, oui, mais depuis un ordinateur certifié par l'entreprise. En fait, on va activer le VPN sur l'ordinateur personnel, mais l'ordinateur personnel ne va pas être sécurisé selon les normes de l'entreprise. Du coup, cela va possiblement être un facteur de diffusion de virus. Du coup, configurer le VPN, mais limiter aussi les connexions depuis ce VPN-là. Effectivement, on a vu pendant le Covid, au moment où on est tous passés en confinement, il y a eu un accroissement massif du passage en télétravail et beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes à ce type de fonctionnement en distance et donc ne disposaient tout simplement pas des équipements requis en masse, en nombre suffisant pour leurs salariés. Donc ils sont passés, on va dire, en mode réduction du mode de sécurité où on s'est dit, bah, tiens, on va utiliser l'ordinateur personnel de l'employé pour qu'il puisse continuer à travailler à distance. Donc là, on arrive sur un premier couac. Le deuxième, ça a été effectivement de configurer des VPN sur ses postes personnels qui étaient utilisés par ailleurs dans la maison par des enfants ou des ados qui, eux, de leur journée, n'avaient pas forcément grand-chose à faire aussi à certains moments, donc ont pu profiter aussi de ces moments-là pour, par le passé, peut-être aller sur des sites internet en ligne qui proposaient des petits jeux vidéo ou autres qui sont en général bourrés de malware. Pareil, si vous avez des mauvaises habitudes à la maison de pirater un petit peu de films ou autres, là, c'est souvent bourré de choses aussi. Et donc là, du coup, ça remonte très, très vite dans les tuyaux jusqu'à l'entreprise et ça devient une vraie catastrophe. On en revient vraiment à la séparation des usages entre le personnel et le professionnel et il faut vraiment, vraiment s'y tenir. C'est clair. Merci. Et si on passe sur les recommandations à moyen terme, voire à long terme? Donc, c'est mes recommandations parce que ça va prendre un peu plus de temps. Tout à l'heure, Joël parlait de la cartographie. Faites une cartographie pour connaître ce que vous avez à l'intérieur de votre système d'information et ce qui est publié sur Internet. Ensuite, quand vous allez avoir fait votre cartographie, vous allez pouvoir faire des pen tests ou des tests d'intrusion pour vérifier que votre système d'information n'a pas de faille de sécurité. Et ensuite, également, mettez à jour vos environnements, les serveurs, vos postes de travail, vos antivirus, tout votre système d'information. Merci. Parfait.
Donc, le fin mot, ça va être que finalement, comme je vous disais, les pirates ont toujours un coup d'avance, ou en tout cas, si on prend de l'avance sur eux, ils en regagnent rapidement. Donc, vous devez améliorer régulièrement et constamment votre niveau de sécurité, hein. Vous devez aussi, vas-y, tu peux me dérouler tout le slide, comme ça on l'aura en entier. Voilà, comme ça, on a tout. On vous invite fortement à nommer un pilote et puis de lui donner les moyens. Il faut que vous ayez quelqu'un dans l'entreprise qui va un peu piloter tout ça. Alors, on parle souvent du RSSI. Si vous êtes une entreprise avec une dominante de traitement sur les DCP, vous pouvez aussi mettre en avant le DPO, donc le délégué à la protection des données personnelles. Il faut impérativement que ce soit un travail collaboratif. Donc, il faut intégrer les collaborateurs, les clients et aussi ses fournisseurs dans la démarche. La relation qu'on a avec les fournisseurs, en général, elle peut être même parfois très fusionnelle, avec une interdépendance. Tout le monde a la nécessité de faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, quand vous rentrez dans votre démarche d'aller vers la sécurité, il faut en parler à vos clients, à vos fournisseurs, qui pourront soit vous donner aussi des astuces de leur côté, hein, des recommandations, mais aussi tout simplement à travailler en bonne entente pour que ça s'améliore en même temps et en parallèle. Il y a des très bons clubs, associations sur vos différents secteurs. Si vous êtes du côté de Rennes, il y a des très bonnes choses qui se développent. Vous avez ADN Ouest qui est présent, bien sûr, sur Nantes et Rennes, qui développe de plus en plus son réseau cyber avec de plus en plus d'ateliers. Là, depuis peu, on a aussi des podcasts qui sont présentés par l'association. On a de plus en plus d'associations, même parisiennes, qui maintenant publient de plus en plus sur Internet. Vous avez le Césin. Allez auprès de ces gens-là qui vont encore vous donner de l'information et qui vous permettront de rencontrer d'autres entreprises de même type d'activité ou rapprochantes et qui vont vous permettre de vous améliorer. Et puis enfin, je dirais mon conseil, prenez un conseil, faites-vous accompagner parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre métier. Et puis finalement, que ce soit votre hébergeur, votre infogéreur ou votre cabinet de cyberconsultant, nous, c'est notre métier. Et donc, parfois, plutôt que vous passiez dans la mélasse pendant plusieurs jours, en une après-midi, on peut dégrossir un certain nombre de choses et vous permettre de prendre la bonne direction. Donc voilà, continuez d'améliorer régulièrement votre niveau de sécurité. Ça va être indispensable. On ne peut plus y échapper malheureusement et vraiment à prendre en compte à tous les niveaux. Parfait. On va passer aux questions-réponses. Je pense qu'on a un peu débordé, mais pas grave, on a un peu de temps. Je vais juste ramener sur un slide où on récap un petit peu tout ce qu'on a vu pendant cette session avec les recommandations, les éléments à mettre en place rapidement ou à moyen terme. En attendant, je vais prendre les dernières questions. Alors, on va peut-être commencer par les dernières parce qu'il y a des choses. Alors, il y a une qui vient d'arriver. Comment sensibiliser les utilisateurs dans un contexte très peu technophile qui voit l'outil informatique comme une contrainte? Oui, en effet. Alors effectivement, ça c'est problématique. Moi-même, je vais vous dire que j'aime pas l'informatique, ça tombe tout le temps en panne. Encore ce matin, là, avant la session, j'étais en panique parce qu'il s'est mis en mise à jour automatique et que j'avais peur d'arriver en retard. Effectivement, ça peut paraître une problématique. Malheureusement, il va falloir quand même passer le cap. Donc déjà, ça peut se faire par le biais d'ateliers animés avec des exercices un peu plus ludiques. On peut faire des sensibilisations qui soient plutôt sous forme de l'affichage ou de la communication au travers des outils aussi du groupe qui peuvent exister au niveau marketing interne. Et je vous parlais des supports qui étaient présentés là par Cybermalveillance. Cybermalveillance.gouv.fr, ils ont l'avantage d'avoir fait vraiment des supports qui sont très, très, très accessibles, hein. Ça ne demande pas être technophile pour les comprendre. Il y en a beaucoup qui tiennent sur des pages en mode poster un petit peu, avec les mots-clés, les mots vraiment importants. Et donc, vous pouvez aussi passer par une campagne d'affichage dans les locaux. Pourquoi pas organiser derrière des quiz ou des petits questions-réponses avec un petit toys à la clé ou autre chose sur des moments un peu forts de votre organisation. Ce qu'il faut, la sensibilisation, il faut l'intégrer dans la vie de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est indispensable. Donc, il faut aller vous calquer sur les temps forts de votre entreprise pour pouvoir intégrer ça et que ça devienne une habitude finalement. J'espère que ça répond à la question. Continue, hein, de toute manière. Il faut que ça reste continu, exactement.
continue, il ne faut pas s'arrêter, hein. Si vous faites une sensibilisation juste sur 1 an et puis que tout à coup on arrête de continuer à former les collaborateurs, malheureusement on reprend les mauvaises habitudes. Si on revient, donc oui, alors hormis les recommandations que vous proposez, comment Alors, sensibiliser les collaborateurs, quelles méthodes recommandez-vous, quels outils? Je pense qu'on a fait le tour un peu des outils. on a fait le tour. Alors, si vous voulez On aller les plus loin, il y a d'autres diffusera. choses, hein. Vous pouvez faire un truc qui est vraiment sympa à faire. C'est les tests de phishing, par exemple. Donc là, il y a différentes solutions. Soit vous passez par une boîte d'expérience qui le fait pour vous, soit vous avez les personnes en interne qui sont suffisamment geeks pour aller le faire. Donc toujours faire appel quand même à aller valider ça auprès DPO. du DPO, enfin surtout du comité de Ouais, direction c'est qui ça. doit vous donner, parce que là on parle quand même de piratage, hein. Typiquement, on avait fait une expérience, moi je me souviens dans mes anciens bureaux, où on avait fait un test de phishing massif sur l'équipe. On avait fait une après-midi de sensibilisation. Donc une après-midi, on avait fait une sensibilisation d'1 heure. On avait rappelé tout ça. Et puis on leur avait parlé de ce test de phishing qu'on avait fait 2 semaines avant. Et en fait, en début de sensibilisation, on leur avait donné à chacun une enveloppe. Et dans cette enveloppe, quand ils l'ont ouvert à la fin de la session, en fait, c'était le mot de passe qu'ils nous avaient tous donné très gentiment 2 semaines auparavant. Et on a eu j'ai souvenir de l'administrateur réseau en chef qui a poussé un hurlement primaire parce que il venait de reconcevoir dans sa tête un mot de passe qu'il arrivait enfin à mémoriser de 30 caractères aléatoires et que du coup, il était obligé de modifier parce que du coup, il était maintenant connu. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, le test de phishing, ça marche pas mal. On le fait en plusieurs étapes en général. On en fait un premier. Derrière, on fait de la sensibilisation par rapport à ça. Et puis, on y revient 1 an après pour voir comment ça a été interprété. Et ça permet de recommencer l'exercice. Parfait. Alors, on a parlé de connexion depuis l'étranger. Alors, une question au niveau d'Office 365 sans Azure AD Premium. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Je vais prendre votre mail, Monsieur Girardot, et je vais vous répondre. Je vais me renseigner auprès des équipes chez nous qui s'occupent d'Office 365. Oui, et puis, je n'ai pas l'information moi-même de mon Je côté. suis pas sûr. J'ai jamais vu cette option. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le MFA, lui, il est Oui, accessible maintenant dès le voilà. début, hein. Il y a dès le premier niveau de sécurité d'Office, c'est disponible à Mettez-le. mettre immédiatement sur tous vos comptes à privilèges type administrateur et autres, et puis le compte bien sûr qui vous permet de gérer votre Office 365 en termes d'achat de licence, et dans les meilleurs délais sur l'ensemble des usagers. Je crois qu'il y a des fonctionnalités complémentaires qui doivent arriver je crois qu'il y avait une question qui traînait là-dessus, sur comment détecter en fait ce qu'on trouve par exemple typiquement des fois votre banquier vous appelle et vous dit ah, c'est bizarre, j'ai une transaction qui vient de tel endroit, est-ce que c'est vous ou pas? Et ben on a de plus en plus des outils en ligne d'utilisation des mails qui permettent ce genre de choses. Alors sur Office, je crois qu'ils sont un petit peu en retard. Chez Google, ils sont beaucoup plus à la page. D'ailleurs, on peut le voir si vous utilisez Gmail à titre personnel. Dès qu'ils voient un comportement un peu anormal dans l'utilisation de votre mail, il va vous envoyer une petite alerte pour vous dire, pour vous poser la question si c'est valable ou pas. Donc on a ces trucs-là qui commencent à arriver sur Office, qui demandent de la configuration de la part de l'administrateur. Donc en fonction d'eux, vous pouvez aussi vous rapprocher soit de votre administrateur, soit de votre infogéreur qui pourra les creuser dans ces options. Encore une question pour toi, Joël, justement sur la cartographie, des recommandations sur des outils qui permettraient d'avoir une meilleure visibilité des flux, traitement, outils, risques. Est-ce que tu as ça? Alors je cherche la question pour avoir la C'était, complétude. avez-vous des recommandations sur des outils qui permettraient d'avoir une meilleure visibilité des flux, traitement, outils et risques au moment de réaliser une bonne cartographie bien détaillée? Alors, si vous voulez faire une très bonne cartographie très bien détaillée, ce que je vous recommande, c'est d'aller regarder le guide de l'ANSSI qui a été mis à jour en 2019 sur la cartographie des systèmes d'information. Il est à destination des organismes d'importance vitale et des organismes de services essentiels. Donc, il est extrêmement complet. Vous avez aussi la documentation qui est liée à EBIOS Risk Manager, où on vous parle de Carto également de façon un peu plus simple, puisque de toute façon, il renvoie vers le premier document dont je vous ai parlé. Ensuite, en termes de logiciels, selon l'étendue, il va y avoir plusieurs choses. En fait, on se rend compte que les cartos, on les trouve à plusieurs niveaux. On a classiquement du tableur à haut niveau.
On peut aller sur d'autres éléments derrière avec des outils plus avancés. Je sais que les outils de gestion de parc tels que GLPI intègrent ce type de cartographie automatique, en tout cas des postes de travail et des serveurs. Je crois que c'est avec le Fusion Inventory de mémoire. Donc, il existe des outils un petit peu automatisés. Je pense qu'il y a Rectable aussi, qui est du domaine open source, qui permet de faire ce genre de choses. Néanmoins, ce sera entre guillemets jamais suffisant parce que eux, ils vont vraiment se concentrer sur votre IT. Donc, il y a quand même d'autres choses que vous devez cartographier. Hein. Et donc là, il faut aussi regarder éventuellement avec l'ERP de votre entreprise parce que tant qu'à faire, souvent on utilise des logiciels en inter-entreprise qui sont bourrés de fonctionnalités pour lesquelles on paye déjà. Hein. C'est un petit peu comme les assurances. Hein. Souvent, on a déjà l'assurance qui est liée à une carte bleue ou un machin ou un ceci. Bah là, c'est un petit peu pareil aujourd'hui en IT. On a plein de logiciels en entreprise qui ont déjà des fonctionnalités. Donc, essayez de ressortir un petit peu les documentations de vos logiciels et regarder un peu ce qu'ils vous offrent. Vous allez peut-être avoir des bonnes surprises dans ce sens-là. Très bien. On va essayer de prendre le maximum de questions, vu qu'on a un timing, enfin qu'on a carrément dépassé. On va essayer de prendre les dernières questions. Alors, est-ce qu'une connexion extérieure à l'entreprise depuis RDS est vraiment sécurisée? Bonne question, ça. Il faut la sécuriser. Enfin, ouais, c'est pas suffisant. Rajouter. Voilà. Faire du MFA, rajouter de la double, des limitations depuis certains pays, comme je disais, utiliser des VPN. Ouais. En règle générale, on va mettre une plateforme intermédiaire d'accès au serveur RDS. On ne le met jamais en frontal sur Internet. Quand je dis en frontal, c'est pas parce qu'il y a un firewall devant, avec un NAT qui est effectué dessus. On parle vraiment soit d'un VPN pour rebondir avant et accéder au serveur RDS, soit de solutions type VPN SSL. Des solutions plus avancées. Je sais plus, vous utilisez quoi chez toi, Alexandre, là pour vos bureaux distants là, j'ai oublié la solution que vous utilisez. Il y a du Citrix, du Netscaler. Voilà, Citrix Netscaler. Alors, par contre, ça exclut pas non plus. Je veux dire, Citrix Netscaler, il y a eu justement une grosse faille il y a quelques mois. Dans tous les cas, tout ce que vous mettez en frontal sur Internet, il y a un moment donné, on essaye de le sécuriser au maximum. Néanmoins, on est quand même obligé de suivre les alertes sécu qui sont liées à ces outils-là. Vous prenez les grandes gammes de firewall, vous prenez du Fortinet par exemple, qui est extrêmement déployé. Chez nous. Ils ont 3 alertes par an de sécurité massive sur le fait qu'on puisse les pirater depuis l'extérieur. Donc, ça nécessite d'avoir vraiment une actu sur ces produits qui sont sur cette défense de première ligne et de les mettre à jour régulièrement dans tous les cas. Et mettez du WAF et des... Comment ça s'appelle ? Enfin, utilisez les fonctions de sécurité intégrées à votre firewall pour protéger ce que vous mettez en public. Au niveau des smartphones, on n'a pas beaucoup parlé, mais notamment les mises à jour des smartphones Android nécessitent un compte Google ou un MDM. Une préco pour la gestion de parc? Effectivement, le MDM, c'est l'idéal. Alors, sur les MDM, il y en a de toutes sortes. Il y a des MDM qui sont indépendants. Vous avez le MDM qu'il y a Office 365, dont j'ai oublié le nom, qui marche pas trop mal. J'ai eu en tout cas des avis plutôt positifs dessus. Vous en avez d'autres technos qui existent. Le gros avantage, c'est que vous avez vraiment la visibilité complète de votre flotte. Par contre, moi, là où je mets un gros point de vigilance, je me bataille avec ma femme, Intunes, merci. Hein. Je me bataille avec ma femme qui, elle, est médecin généraliste, qui veut changer de téléphone portable. Et elle me dit, je vais prendre un Huawei. C'est la dernière génération, il fait des super photos. C'est vrai, ça fait des super photos. Par contre, on n'a aucune garantie sur les mises à jour de sécurité dans le temps. Là où vous allez sur des téléphones, sur des marques, je dirais plus reconnues, je pense à Apple, je pense à Samsung et à d'autres encore, qui eux ont dans leurs produits de vente derrière, vous avez des mises à jour de sécurité qui sont maintenues sur 3 et même 5 ans au-delà pour des Apple et des Samsung. C'est absolument indispensable. Ça tourne en automatique, ça se met à jour tout seul, mais vous devez avoir ces garanties-là qui sont prises en compte. Donc faites attention au type de... C'est pas parce qu'on est sur de l'Android que vous allez avoir des mises à jour maintenues dans le temps. C'est vraiment lié derrière au contrat qui est passé avec Google. Donc il faut être attentif à ça derrière au niveau de vos usages. Mais effectivement, la plateforme MDM reste vraiment centrale et pas que pour les téléphones mobiles. Hein. C'est valable aussi pour les ordinateurs portables.
C'est ça. Au niveau des boîtes mail, je reviens là-dessus, parce qu'il y a une question importante. Comment contrôler les usurpations de boîtes mail, pardon, comment faire pour les empêcher au maximum? Et ben là, il n'y a que le MFA. Il n'y a Avec MFA, pas. ouais. Ouais, c'est vraiment la clé, je dirais, le système facile. Alors, il y a changé les mots de passe régulièrement, on y revient toujours, mais c'est vrai que le MFA, du coup, pour accéder à votre boîte mail, il vous faut, en fait, le principe du MFA, c'est que vous avez deux facteurs d'authentification. Donc, vous avez effectivement connaissance du mot de passe pour que vous connectez à votre mail. Et puis, à côté de ça, vous avez soit une clé sur support physique, soit directement votre téléphone portable avec une application type authenticateur dedans. Et donc ça, ça nécessite d'avoir les deux éléments. Alors vous allez me dire, si je le consulte depuis mon téléphone portable, l'application est aussi sur le téléphone. Donc il y a moyen d'aller plus loin sur certains outils, mais déjà ça permet de se protéger pas mal de toutes les usurpations d'identité par mail qui peuvent être faites notamment dans le cadre du phishing. C'est pas pour rien que Microsoft au départ ne déployait le MFA n'était disponible que pour les comptes administrateurs et ils ont été obligés, avec les grosses vagues de phishing qu'on a eues sur 2019, ils ont été obligés de le rendre, je dirais, gratuit, en tout cas dans l'offre de base, accessible à tous, parce que ça fait partie vraiment de la règle de sécurité minimale à mettre en place sur ce type d'outil aujourd'hui. Et justement, si on reste sur le MFA, une question subsidiaire. Alors, facile à mettre en place a priori, enfin simple à mettre en place, mais dès qu'on utilise avec des authentifications ADFS en SSO sur des serveurs ADS, il arrive que ça coince des ouvertures Outlook. Est-ce qu'on a des retours là-dessus? Alexandre, peut-être? Moi, j'ai pas eu de retour avec l'équipe infra chez nous. On n'a pas eu de soucis. Nous, on l'utilise en VDI avec Citrix dans Outlook. On n'a pas eu lors de la migration, il n'y a pas eu de remontée de ce type-là. Du coup, je peux pas vous dire du tout. J'ai pas cette expérience-là de mon côté. C'est vrai que moi, je suis plutôt positionné sur la gouvernance. Je me le note dans un coin, mais j'ai pas eu de retour. J'ai 2-3 clients qui fonctionnent exclusivement avec des plateformes, donc des connexions distantes, et ils m'ont jamais remonté ce type de cas de figure en tout cas. Éventuellement, rapprochez-vous du support Microsoft qui est lié justement à votre licence. Ils seront peut-être en mesure de vous renseigner. Il ne faut pas oublier qu'en général, dans vos licences, vous avez un support qui est associé. Il ne faut pas hésiter à le consulter, ou bien sûr, rapprochez-vous de votre infogéreur qui se fera une joie ou pas, ou enfin en tout cas, d'aller chercher l'information pour vous. C'est ça. Et si on reste, bon, alors je pense qu'on va finir par cette question qui est très intéressante, c'est comment optimiser la période de déploiement des mises à jour sur les postes de travail sans impacter le temps de travail. Alors ça, c'est une question qui revient souvent d'ailleurs. Et pour continuer, est-ce qu'un fonctionnement en mode cloud suffit pour être correctement sauvegardé? Besoin ou pas d'une sauvegarde externalisée du cloud ou des serveurs en data center? Ok, alors je vais répondre aux deux questions parce qu'elles sont effectivement super importantes. Je vais commencer par la sauvegarde. Il faut savoir que par défaut, votre contrat cloud, si vous prenez par exemple un Office 365, par défaut, un Office 365, il n'est pas sauvegardé. Ce n'est pas parce que c'est dans le cloud que c'est sauvegardé. Vous devez absolument avoir un plan de sauvegarde et une logique de sauvegarde liée à ces outils-là. Les outils type Teams, SharePoint, ou dans lesquels on commence à déverser un maximum de données aujourd'hui, nativement, ils ne sont pas sauvegardés. Donc effectivement, le cloud a vraiment beaucoup d'avantages. Le mode SaaS, on a beaucoup. Néanmoins, les bonnes pratiques qu'on avait en interne, c'est pas parce qu'on passe dans le cloud qu'il faut les oublier. Donc, vous devez avoir un plan de sauvegarde sur vos éléments et sur vos logiciels en SaaS au niveau des données que vous leur confiez. Donc, sauvegarder vos données, je dirais, dans OneDrive, c'est compliqué aussi parce que OneDrive a un effet de synchronisation. Et donc, du coup, une donnée qui perdrait de l'intégrité sur votre poste de travail, cette perte d'intégrité, elle va être synchronisée sur le OneDrive. Donc finalement, vous serez au même point de départ, c'est comme si vous n'avez pas de sauvegarde. Donc on est vraiment sur des outils qui sont faits pour du travail collaboratif, qu'on a pu détourner pour de la sauvegarde. Je veux dire, je suis un petit peu comme tout le monde. Quand je travaille sur des prêts
un peu costauds ou sur des trucs un peu sensibles, sensibles en termes j'ai passé du temps dessus en termes de production, j'ai tendance à me l'envoyer à moi-même par mail parce que ça fait un deuxième point de passage et je me dis c'est dans les mails, c'est au-delà c'est pas sur mon poste de travail, je pourrais les retrouver. Bon, manque de bol, il y a 3 semaines, j'ai eu un blocage sur les mails et puis finalement je les ai quand même perdus parce que les mails n'étaient pas encore envoyés depuis mon Outlook. Donc on prend des pratiques comme ça, mais ça ne remplace pas un vrai plan de sauvegarde. Concernant les protocoles de mise à jour, pour réduire l'impact sur les utilisateurs. Alors ça, c'est toujours une vraie problématique parce que on ne sait pas trop. En fait, les sauvegardes, quand on les met en automatique, elles arrivent. Enfin, les sauvegardes, pardon, excusez-moi. Les mises à jour arrivent au fil de l'eau et parfois sans prévenir. Alors le gros avantage, c'est que pour un certain nombre d'usagers, c'est pas trop impactant et ça les oblige à faire leur mise à jour. Au bout d'un moment, le truc, s'il repousse trop longtemps, parce qu'en général, la mise à jour vous est proposée, on vous propose de la repousser un peu plus tard. Mais au bout d'un moment, ça vous est quand même imposé. Donc il y a moyen d'être attentif là-dessus. Après, avec WSUS, vous pouvez en principe faire des planifications de mise à jour. Donc, ce qui se fait sur les gros organismes, c'est d'identifier un certain nombre de key users, c'est-à-dire des utilisateurs qui sont qui ont un petit peu plus d'affinité avec l'informatique que les autres, de les enrôler de façon à avoir une base d'utilisateurs un peu avertis avec qui vous pouvez tester des choses. Et ces key users, en fait, ça va être les premiers que vous allez mettre à jour au niveau du parc. Donc, vous les mettez à jour sur le premier mardi et en fonction de leurs différents retours utilisateurs, ça vous permet de faire les mises à jour la semaine suivante. Quand vous suivez vos mises à jour de façon stricte, là, il y a l'annonce de Microsoft, effectivement, il y a 113 mises à jour. On peut s'attendre à ce que ce soit une mise à jour qui soit peut-être un petit peu plus longue. Vous pouvez aussi prévoir et demander à vos usagers, avec une petite campagne de sensibilisation, attention, mise à jour majeure cette semaine, pensez bien avant de partir, à mettre, vous voyez, quand vous arrêtez votre poste de travail, on vous propose de arrêter et mettre à jour le système. Et donc, ils font ça le mardi soir avant de partir. Comme ça lance toutes les mises à jour. Ils reviennent le lendemain matin avec un peu de sensibilisation. Bon, voilà, s'ils commencent à 9h pétantes, ils ne vont pas avoir leur ordinateur en général à 9h pétantes qui va être disponible. Donc là, c'est aussi, ça fait partie de l'outil et des contraintes qui vont avec. Donc, il faut essayer de le prendre en compte au niveau de l'organisation des points et de sa journée de travail. Je pense que ça doit rentrer aussi dans une sensibilisation globale des salariés, des collaborateurs pour qu'ils en tiennent compte. Et puis, ce qu'il faut éviter, je sais qu'on fait tous un petit peu le truc souvent, c'est le soir, on met notre ordinateur en veille prolongée de façon à pouvoir redémarrer plus vite le lendemain matin. Une fois de temps en temps, c'est quand même bien de faire un redémarrage complet pour appliquer les sauvegardes. Donc, des petits messages de sensibilisation réguliers de façon à ce que ça traîne pas trop, ça permet de passer plus facilement le cap. C'est ça exactement. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour des questions. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'intègre juste le mail général de contact @Bretagne Télécom pour d'autres questions. Alexandre se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Bien évidemment, tout est enregistré, donc on vous enverra cette présentation, l'enregistrement et également les différents liens dont a parlé Joël, les softs et les éléments qui vous permettent de gagner du temps et sensibiliser vos collaborateurs. Bon, voilà. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à cette question. La sécurité, c'est un enjeu important, c'est tous les jours. Et on compte sur vous et on compte sur tout le monde pour que ça soit dans les têtes. Et voilà. Donc on continuera avec d'autres webinars, notamment sur la sensibilisation pour vous aider également. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Joël et merci à Alexandre. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous d'être présent. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.